Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy, où aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je dis toujours petite vidéo, alors que je ne sais jamais vraiment combien de temps je vais parler. Mais aujourd'hui, enfin plutôt ce mois-ci, sur cette chaîne cinéma et la chaîne manga, euh, devait y sortir une adaptation d'un film lié à l'univers des Chevaliers du Zodiaque. Du coup, deux choix se sont offerts à moi. Soit les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, ou les Chevaliers du Zodiaque, le film sorti en 2024. Je crois que ça s'appelle juste comme ça, hein. Ouais, les Chevaliers du Zodiaque, ou The Beginning, ok, puisqu'ils voulaient très certainement faire une suite. Euh, En tout cas, voilà, qui vient de l'univers de Saint Seiya. Attends, parce que le manga. Ah oui, ok, attends, oui, je suis en train de. Ok, les Chevaliers du Zodiaque, c'est le nom en français. Saint Seiya, c'est le nom original. Ok. Du coup, entre les deux films, je me suis dit, il faut que je choisisse entre l'un ou l'autre. J'ai choisi de parler de ce film enfin, que vous avez vu sur le titre et la miniature, s'il y a, oui, sûrement la miniature aussi. Voilà, qui est du coup Les Cheveux du Zodiaque, The Beginning, donc le film sorti en 2023, qui d'ailleurs est sorti 2 jours avant mon anniversaire. Pas un très bon cadeau au vu du résultat du film. Et du coup, j'ai pas choisi Les Cheveux du Zodiaque, La Légende du Sanctuaire, tout simplement parce que je l'ai déjà vu. Je crois que j'ai dû le voir au moins 2, 3 fois. J'ai même un jeu vidéo sur la PS3 qui reprend aussi l'histoire du sanctuaire, hein. Alors, ça n'a sûrement rien à voir avec le film, mais en tout cas, j'avais acheté le jeu vidéo, après avoir vu ce film-là. Mais vous allez voir, je vais de temps en temps comparer à la fois le film dont on parle et le Chevalier du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Pourquoi? À nouveau, tout simplement parce que je ne suis pas un expert en Chevalier du Zodiaque. Mon expérience du Chevalier du Zodiaque, c'est les histoires qu'on m'a racontées de personnes plus âgées que moi qui, eux, ont grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, hein, parce que Saint Seiya, c'est quand même vieux, hein. Attends, ça a été publié quand? 1986, le premier tome? Ouais, prépublié en 1986. 1986, ouais, ma mère, elle avait 16 ans quand c'est sorti. Pour dire à quel point c'était un manga de la génération d'avant, hein. Ma mère, elle regardait ça. Des personnes un peu plus âgées que moi regardaient ça. Moi, j'avoue que j'ai pas connu, hein, ça passait pas à la télé quand j'étais gamin. Seul, je pense, manga qui passait, c'était Olive et Tom. Je sais pas comment ça s'appelle en japonais, le manga, puisque en France, on a tendance à tout traduire, enfin à tout remettre à notre goût, hein. Je pense à City Hunter, que nous, on a quand même connu sous le nom de Nicky Larson quand j'étais ado, qui passait encore à la télé. Euh, voilà, Dragon Ball, bon ça, ils n'ont pas changé le nom, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, moi, je connais pas spécialement le jeu de Zodiac parce que bah ça passait pas à la télé quand j'étais jeune, et quand je suis ado, bah, on est passé aux autres mangas, hein, style Naruto, Fairy Tail, One Piece, tout ça qui passait à la télé. Bleach aussi, hein, parce que je suis tombé sur des épisodes de Bleach, je me suis dit, oula, c'est quoi cette horreur? Alors ça se trouve, c'est très bien Bleach, hein. Bon, au cas où, hein. Mais en tout cas, Bon, après, c'est parce que moi, j'aime pas les animés de base, et j'avoue que forcément, l'animé de Bleach ne m'a pas aidé. Ça se trouve, le manga est excellent, hein, sinon il ferait pas partie de ce trio avec Naruto et Luffy, Ichigo. Mais un jour, je pense que je le lirai quand même pour faire mon avis. Mais en tout cas, l'animé m'a pas convaincu. Et du coup, pour revenir sur Saint Seiya, du coup, je ne connais pas du tout l'animé, parce que je suis quasiment sûr qu'il y en a eu un. Le manga, bah, c'est pareil, je le connais pas du tout, parce que bah, j'ai jamais eu l'occasion de le lire, même si j'avoue que c'est peut-être parmi les vieux mangas des années voilà 80 par exemple, lui est sorti dans les années 80,
Bah, Saint Seiya, c'est peut-être le seul que j'ai envie de lire. Genre, bon, Dragon Ball, je l'ai déjà lu. Mais Dragon Ball, j'ai pas spécialement envie de le relire une deuxième fois. Je l'ai lu une fois. J'ai lu Dragon Ball, Dragon Ball Z, que j'ai lu de quand il est gamin à ouais, la défaite de Boo. Donc, enfin, de Kid Boo. Donc, ouais, j'ai lu ces deux séries-là quand j'étais ado. Mais j'avoue que y a rien d'autre qui me donne spécialement envie d'être lu. Mais pareil, des vieux mangas comme ça, c'est compliqué aujourd'hui de retrouver tous les tomes et tout, toutes les histoires. Déjà que des mangas qui datent des années 2000, il y en a, on galère à les trouver. Je pense à Ishid 21. J'ai réussi à trouver une petite boutique dans ma ville où ils ont tous les tomes. Mais pendant des années, je trouvais plus les tomes d'Achille 21. Il y a même des mangas dont j'ai pas encore fini les séries qui également ne sont plus en vente ou très difficiles à trouver. Enfin bref, donc ça c'est une petite galère, ce qui fait que ben j'avoue que j'ai pas cherché à trouver des scans des Chevaliers du Zodiaque parce que j'aime bien quand même lire en version papier, mais euh, mais du coup bah voilà, du coup j'ai jamais eu l'occasion de lire non plus. Ce qui fait que ben la seule expérience de Chevaliers du Zodiaque que j'ai, c'est les histoires qu'on m'a racontées, c'est le film Les Chevaliers du Zodiaque, La Légende du Sanctuaire que personnellement j'ai bien aimé. Peut-être que les gros fans chez Zodiac qui ont lu le manga ou vu l'animé, peut-être que pour eux, c'est peut-être pas un bon film, je ne sais pas. J'ai pas regardé les critiques des gros fans hardcore, mais en tout cas pour moi, ça a fait le taf. Moi, honnêtement, j'ai passé un excellent moment devant les Feux du Zodiac, la légende du sanctuaire. Et du coup, également le jeu vidéo. euh, alors le jeu vidéo, je sais pas si je peux trouver vite fait comment il s'appelle. Il y avait une catégorie jeux vidéo tout à l'heure. Là, si je fais ça, jeux vidéo, de toute façon c'est simple, c'est celui qui est sorti. Saint Seiya. Ah ouais, non. Brave Soul, non, Soldier Soul, non. Il y a eu que deux Saint Seiya. Ah, la bataille du sanctuaire, ça doit être ça. Saint Seiya, la bataille du sanctuaire. Si je vois la couverture du jeu, je saurais si c'est bien ou pas bien. Enfin, si c'est bien, si c'est ça ou pas. Oui, c'était ça. Saint Seiya, les Cheveux du Zodiaque, la bataille du sanctuaire. Euh, qui était un bon jeu, parce que je suis pas allé jusqu'au bout, parce que ma PS3 m'a lâché avant. Mais un bon jeu, franchement, qui est vraiment sympa. Euh, donc voilà. On peut du coup, maintenant que j'ai expliqué mon choix sur le film adapté de cet univers à regarder pour faire une vidéo, et mon choix, enfin plutôt mon lien avec Saint Seiya, hein, un univers qui m'intéresse énormément, euh, mais dont je n'ai jamais eu trop l'occasion d'approfondir les connaissances de cet univers. Mais, et du coup, ça fait que pour comment dire, ce film, du coup, je vais être totalement, alors, totalement subjective, subjectif, oh, oui, dans le, comment dire, dans l'analyse du film, hein, parce que je vais donner mon avis personnel, mais en même temps, ce sera pas comme sur le live action de One Piece, sur une adaptation de Percy Jackson, sur une adaptation d'Harry Potter ou d'autres choses que j'ai déjà lues, les comics, euh, certains comics Marvel, ou même DC, hein, parce que j'ai lu notamment, je crois que c'est Batman The Dark Knight, que DC Comics a adapté dans Batman vs Superman et non dans Batman The Dark Knight, ce qui est très bizarre. Euh, Bref, donc là, je peux pas me référer spécialement au manga parce que je connais pas. Donc je vais juste juger le produit tel qu'il est. Et le produit tel qu'il est, eh ben, il est pas terrible, hein. Faut l'avouer, il est pas terrible. Alors, je suis quand même resté focus sur le film. Enfin, sauf sur la fin, de moment, j'en avais un peu marre. Du coup, je me suis mis sur mon téléphone en train de jouer à un jeu et regarder le film à côté parce que
Au bout d'un moment, ça me saoulait. Mais globalement, j'ai tenu un peu plus des 3/4 du film sans détourner le regard. Bon, ce qui était pas compliqué parce que je regardais, sur l'heure du repas, donc je peux pas faire autre chose en mangeant. Mais quand même, faut reconnaître que le film est pas, je sais pas comment dire ça, parce que d'un côté, il est pas mauvais au point d'un Dragon Ball Evolution. On va en parler après parce que je vais donner quelques critiques et notes qu'il y a en France, mais je peux dire qu'il a pris cher le film en France. Et, euh, et le truc, c'est que Dragon Ball Evolution, par exemple, ça a été une torture quand je l'ai regardé. Je me suis dit, je veux quand même voir ce truc parce que voilà, c'est réputé pour être un gros nanar et tout, donc je veux quand même le voir. Et j'ai souffert. Que là, j'ai pas autant souffert, mais je me suis dit, au bout d'un moment, il y a plein de trucs qui vont pas. Alors déjà, en ce qui concerne, on va commencer sur un peu les aspects un peu visuels, techniques et tout. Sur les décors, alors les décors sont pas mauvais. En vrai, les décors, c'est plutôt un bon point du film. Franchement, j'ai bien aimé comment c'était foutu. Genre quand ils sont dans la montagne où, euh, Seiya fait son entraînement, que t'as la grosse tête en pierre au fond et tout. Je trouve que ce décor-là est vraiment sympa. Après, le reste, c'est pas non plus incroyable, hein. T'as un labo, là, il y a, je vais quand même voir les noms des personnages, où t'as, du coup, Gourad, et tu vois un peu le complexe de Kido, Allemagne Kido. Tu vois un peu une salle de sport de Cassios, et puis c'est tout, quoi. C'est vrai qu'en termes de décor, ça manque un peu de décor. Franchement, on aurait quand même aimé un peu plus de choses. Euh, mais en soi, ça fait le taf, hein. On sent qu'il y a quand même pas mal de tournage entre guillemets extérieur, puisque c'était de toute façon la volonté du film de faire un truc en live action, mais on sent quand même par moment le fond vert, hein. Franchement, dès qu'il y a des pouvoirs d'activer, alors là tu sens le fond vert à fond, c'est dégueulasse à regarder, mais on va revenir dessus après. Les costumes, alors les costumes, j'ai envie de dire que tant que les gens sont habillés comme des humains, les costumes, ça va. En plus, pour Seiya, bon, ils ont été intelligents, ils ont gardé le t-shirt rouge, le jean, plus ou moins, enfin, je sais même plus s'il est en jean, mais en tout cas, ils ont gardé le t-shirt rouge. Parce que moi, quand je pense à Seiya, ce que je vois, c'est un mec en jean avec un t-shirt rouge. C'est l'image que j'ai de Seiya. Euh, et du coup, là, on va dire que on peut à peu près reconnaître le personnage. Euh, mais, euh, mais voilà, moi je vois juste un mec en couleur rouge. Alors, par contre, je suis en train de regarder des photos, le mec il a pas de, il a pas de jean. Je sais pas pourquoi moi je le vois avec un jean bleu et un t-shirt rouge. C'est peut-être le film de 2014 hein, qui fait ça, qui me donne cette image un peu biaisée, parce que les photos de l'animé me montrent pas la même chose. Donc, mais, euh, mais voilà. Les autres, eh ben, les sortes de créatures qui travaillent pour la meuf, Gourad, c'est pas ouf comme costume, hein. Franchement, on a l'impression de voir des méchants de Power Rangers. Tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Euh, et le pire, c'est les tenues des chevaliers, hein. Déjà, la scène d'intro, elle est dégueulasse à regarder. Elle est pas belle, la scène d'intro. Euh, c'est une horreur. Franchement, quand tu regardes la scène d'intro, déjà, bon là, à nouveau, c'est un problème d'effets spéciaux, mais déjà, quand j'ai vu la scène d'intro, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien le bon film?
parce que je me suis dit: «Attends, je suis sur un film d'animation ou un film en live action?» Au bout d'un moment, je sais plus où j'en suis. Parce que, la scène d'intro, tu l'impression de voir un animé. Enfin, pas forcément un bon animé, parce que l'animation, elle est dégueu, mais t'as l'impression d'être dans de l'animation. Et je me suis dit: «C'est bizarre, c'est bizarre». Il y a rien qui va sur ce visuel. Hem et heu et les armures, elles sont pas belles. Quand tu regardes, Seiya, son armure là, la première qu'il a, déjà tu comprends pas pourquoi il a une tunique, beige en dessous. Tu te dis: «Mais et pourquoi? C'est la tenue rouge qui représente Seiya. Pourquoi il a une tunique blanche, beige blanche, avec juste une épaulette, en plus tu vois que c'est une épaulette à moitié en cuir et tout, ça va pas du tout. Heu, sa tenue finale, mais alors la tenue, que ce soit de Seiya ou du Phénix, mais pareil, elles sont dégueulasses. Tu vois que ça veut se donner un aspect métallisé, mais clairement tu vois que c'est que du cuir, hein, c'est pas beau. J'avais déjà vu des gens réagir au trailer de Saint Seiya, enfin pas de Saint Seiya, des Chevaliers du Zodiaque, euh, et qui se plaignaient du fait que Seiya il avait le casque fermé pendant le truc, et oui, je comprends pas pourquoi on cache son visage. En plus, Mackenyu il est beau gosse, donc pourquoi on cache son visage? Et surtout que dans le manga, il n'a pas de casque qui cache son visage. On voit son visage à Seiya. Euh, je comprends pas le délire de l'armure, elle est moche. En plus, elle est très sombre et tout. Ça colle pas du tout à l'armure du vrai Seiya. Là, je trouve pas beau, hein. Franchement, il y a un truc qui va pas sur sa tenue. Bref, du coup, les effets spéciaux, bon, on peut y venir, hein. Les effets spéciaux, c'est ni fait ni à faire, hein. Les effets spéciaux, comme j'ai dit, la scène d'intro, tu comprends pas si t'es dans de l'animation ou dans du live action, parce que bah c'est tellement mal fait que bah tu comprends pas où t'es. T'as des ralentis partout à gogo, tu te croirais dans un film de Zack Snyder, et c'est pas un compliment de dire ça de ma part, hein, parce que je déteste les films de Zack Snyder. Voilà, mais là, t'as des ralentis. Alors, ok, il y a des moments où ça fonctionne, parce que t'as des moments où les ralentis sont faits pour donner de la puissance et tout ça dans les coups. Mais c'est trop. Il y en a de trop. Moi, je trouve que les ralentis, en fait, sont pas utiles dans ce film, parce que globalement, ils font des ralentis, et quand ils font des coups, t'as une sorte de onde de choc qui accompagne le coup. Et en fait, tu tournes les combats à vitesse réelle avec ces effets-là, mais ça fonctionne 10 000 fois mieux. Je veux dire, tu prends la scène dans la cage de boxe, tu ressens la puissance des personnages, tu sens qu'il y ait des ralentis à gogo et tout. Il y a un vrai combat, tu ressens les puissances, tu t'as pas besoin du ralenti. Bon, s'il y a le ralenti là quand il tombe avec les ailes de Pégase et tout, bon là, je me suis dit, je me fais chier, c'est trop long, c'est trop long, c'est chiant, je déteste les ralentis qui servent à rien en plus, ça sert à rien. Parce que tu montres que vite fait un petit ralenti, tu montres qu'il tombe avec les pouvoirs, et ensuite tu réaccélères, mais là non, les ralentis ils sont très très longs. Et tu te fais chier en fait, c'est plus qu'autre chose. Et moi, c'est vraiment un truc qui me pose problème, c'est tous ces ralentis à la con qui sont chiants, quoi. Euh, et, euh, et voilà, enfin bref, en termes d'effets spéciaux, c'est pas beau, les ralentis, ça va pas. Il y en a trop, en plus c'est mal géré. Bon, ils ont tenté des trucs avec la caméra assez mouvante et tout, ça c'est plutôt pas mal. Franchement, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal d'avoir une caméra qui bouge avec l'action, comme ils ont fait dans Les Gardiens de la Galaxie 3 avec la scène de baston dans le couloir, comprendront ceux qui ont vu Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais juste le montage sur ces trucs-là est hyper mal fait, je trouve. Franchement, on s'y retrouve pas, c'est pas beau,
Bref, il y a rien qui va. Dès que tu rajoutes en plus les effets comme le cosmos et tout, c'est moche, mais mon Dieu, c'est moche. Ça fait des gros effets. Ils ont fait un truc à la Harry Potter avec le phénix avec son truc rouge, et puis le Pégase avec son truc bleu, et waouh, on est. C'est ridicule, c'est ridicule. Et ça marche pas, en fait, ça marche pas. Euh, et pour moi, c'est déjà un des premiers gros gros défauts de ce film, c'est justement le fait d'avoir voulu tenter un Saint Seiya en live action. Et oui, parce que déjà, tu tentes un Saint Seiya en live action, bah, on reconnaît pas spécialement les personnages. Alors peut-être que ceux qui s'y connaissent mieux ont reconnu les persos, mais alors moi, j'ai reconnu personne. Alors, au bout d'un moment, j'ai compris que Néron, c'était le Phénix, parce que je me suis dit, bon, avec son collier qu'il a comme Saint Seiya, je me suis dit, enfin, comme Seiya, je me suis dit, ok, le mec, c'est forcément un chevalier et tout. Bon, on va en revenir sur le Phénix, hein, mais, euh, mais là, c'est, 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 c'est pas terrible. Parce que moi, honnêtement, je reconnais personne. Je veux dire, je regarde le film sans savoir que c'est Saint Seiya, t'enlèves la scène d'intro où ils expliquent le cosmos et tout, le cosmos, à aucun moment, tu sais que t'es dans Saint Seiya. Surtout le début, là, où il est dans le ring de boxe et tout, en train de combattre des mecs. Je veux dire, tu montres ça à n'importe qui a vu Saint Seiya, t'enlèves la petite scène d'intro qui explique le cosmos, j'en suis sûr que personne t'enlève le nom de Seiya, tu le remplaces par autre chose, j'en suis sûr que personne n'est capable de te dire qu'on est dans un film qui adapte Saint Seiya. C'est impossible. Tu reconnais pas le personnage. Ils ont essayé de suivre le code couleur, mais je veux dire, n'importe qui peut faire un film avec un mec avec un t-shirt rouge, hein, c'est pas compliqué. Euh, je veux dire, ouais, c'est très très mal adapté, je trouve, même si j'ai jamais vu le produit de base, mais je trouve qu'en termes d'adaptation, pour moi, quand tu adaptes un truc, tu es censé reconnaître l'univers. Là, on reconnaît pas spécialement Seiya. Hein, honnêtement, on reconnaît pas spécialement. Contrairement en restant sur Mackenyu, quand il joue Zoro, tu reconnais Zoro, que ce soit sur l'aspect visuel, sur le l'acting et tout ça. Là, Mackenyu, dans ce film, l'acting, je trouve qu'il est pas dedans. Honnêtement, l'acting est pas terrible. Il y a même un moment, je pense qu'ils savaient pas jouer l'agacement, du coup ils ont juste montré qu'il tapait du pied sur une pierre pour faire allez hop, voilà, on montre comme ça qu'il est agacé, mais on montre pas son visage parce qu'apparemment, je pense qu'ils ne sauraient pas le faire. Et d'ailleurs, je trouve que Mackenyu, c'est pas le meilleur choix pour Seiya, dans le sens où je trouve qu'il a pas l'acting du héros. Je trouve que en Zoro, Mackenyu est 1000 fois mieux. Genre sur ce genre de personnage un peu impassible, qui n'a pas d'émotion, enfin qui n'a pas d'émotion, Zoro il en a quand même, hein, mais vous voyez ce que je veux dire sur un peu le, le mec badass et tout, hein, parce que en vrai, en Zoro, Mackenyu il est parfait, hein, et pourtant j'aime pas le personnage de Zoro, mais je trouve que Mackenyu interprète parfaitement Zoro. Par contre, en termes d'interprétation de Seiya, je trouve que bah, c'est pas terrible. Parce que déjà, Mackenyu, il véhicule aucune émotion pendant le film, euh, ce qui pour moi ne colle pas spécialement à Seiya, et même ne connaissant pas spécialement Seiya, pour moi ça ne correspond pas du tout à un héros de shonen. Donc déjà, on est un peu à côté de la plaque aussi niveau casting. En plus, on a voulu mettre des gros noms, hein. On a quand même du Sean Bean, du Famke Jensen, on a Madison Eastman là, qui avait joué dans les Jumanji. Donc on tente quand même de mettre des gros noms, mais ça suffit pas, quoi, malheureusement. Un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est le scénario. Et ouais, le scénario, ouah, ça part dans tous les sens. Le scénario, il est à chier, il est à chier. Parce que globalement, le film, il commence, donc tu comprends que Seiya, il a perdu sa sœur, euh, et que du coup, il veut retrouver sa sœur. Bon, ok. Alors,
honnêtement, j'ai pas le souvenir que Seiya il ait une sœur, mais après, encore une fois, je connais pas le produit de base. Donc, c'est possible qu'il en ait une dans le manga, mais moi, j'ai pas le souvenir que Seiya il ait une sœur. Mais bon, on commence ça, il se retrouve dans des combats de boxe et tout, un peu clandestins. Tu te dis, ok, bon. Même si très clairement, hein, je suis d'accord avec des critiques que j'ai vues, que la scène de baston dans la boxe, dans le ring de boxe, est peut-être l'une des scènes les mieux foutues du film, hein, jusqu'à ce qu'on ait le ralenti sur la fin du combat. Mais en vrai, c'est plutôt bien foutu, hein, cette scène-là. Ensuite, le gars, ils se font attaquer par les hommes de Gourad. Du coup, il va chez Sean Bean. On lui présente Athéna. Le mec est en mode gna gna gna, le cosmos, Athéna, tout ça, j'y crois pas. Alors, je déteste quand on écrit les héros de cette manière-là, dans le sens où en mode j'y crois pas, gna gna gna. Le mec, quand même, il a subi le cosmos quand il était enfant. Quand il s'entraînait avec sa sœur, il l'a vu, il sait que ça existe, et là, il est juste en mode non, ça n'existe pas, je n'y crois pas. T'es en mode mais c'est quoi cette écriture? Le mec, il l'a vu, il sait que ça existe, il peut pas être dans un déni pareil, quoi. C'est n'importe quoi. Euh, En plus, c'est l'élément qui a fait qu'il a perdu sa sœur. Enfin, et même si le cosmos serait venu de sa sœur, c'est quand même un truc qu'il a vu visuellement, qui sait que ça n'existe pas. Bref. Déjà, bon, ça, c'est pas. Mais bon, il arrive là-bas, il rencontre Athéna. Quand il voit le cosmos d'Athéna, d'un coup, ça le calme, forcément. Ensuite, il part s'entraîner. L'entraînement, il est long, mais il est long, putain. Je pense que l'entraînement a bien duré 15 minutes, hein, dans le film. Hein, j'ai pas chronométré la séance d'entraînement, mais elle est hyper longue. Euh, En plus, c'est pas hyper intéressant ce qui se raconte, hein. Franchement, on s'en serait bien passé. Euh, du coup, il apprend à peu près maîtriser le fluide parce que gna gna gna, monsieur, il pense qu'il est prêt parce qu'il a réussi à utiliser une fois le cosmos. Que du coup, bah, monsieur, il veut partir parce que en utilisant le cosmos, il a vu des souvenirs comme quoi Alman Kido aurait participé à l'enlèvement de sa sœur. Du coup, il va aller se venger. Mais du coup, Athéna lui dit, vas-y, viens, on fait un tour de moto. Et du coup, ils vont faire un tour de moto et le mec, ça le calme tout de suite. Lui, quoi? Quoi? Comment ça? On va faire un tour de moto et t'es calmé? En plus, d'où à l'autre, elle a besoin d'aller à 10 000 km pour aller lui parler? Je veux dire, ils sont au milieu d'une forêt, t'as juste à te promener un peu plus loin et puis c'est bon, tu lui racontes le truc. Pourquoi partir à 10 km, quoi? Juste pour laisser le temps à son père de se faire poutrer par le bras droit de Gourad, enfin plutôt le bras gauche. Mais bon, c'est pas terrible. L'autre, elle lui explique que du coup, enfin, Athéna explique son histoire, que le cosmos, comme elle le gère mal, elle a détruit les bras de sa mère, ce qui fait que sa mère veut la tuer parce qu'elle pense qu'elle est un danger pour le monde, sauf que son père, lui, pense qu'on peut changer les choses et en faire quelqu'un de bien. Du coup, il y a une opposition entre les deux, entre guillemets, parents, puisqu'ils l'ont plus adopté qu'autre chose. Euh, et du coup, elle apprend que Patricia, ils se sont rendu compte qu'elle n'avait pas le cosmos, et que du coup, bah, ils l'ont laissé repartir en gardant un œil sur elle, en sachant qu'elle avait menti. Tu te dis, mais c'est pas logique, c'est idiot. T'as le phénix qui a les pouvoirs de montrer ta plus grande peur pour te faire parler. Tu dis pourquoi il le fait sur un random et il le fait pas sur la sœur de quelqu'un qui a des secrets, que tu sais qu'elle a des secrets, mais non, tu la laisses juste partir en disant bon, je laisse partir. Ça se trouve dans 50 ans, elle va peut-être nous révéler son secret. Non, pourquoi tu utilises pas ton pouvoir sur elle et qu'elle te révèle que c'est son frère qui a le cosmos? Enfin, je veux dire, c'est débile. Si Néron n'avait pas ce pouvoir, je dirais ok, ça passe.
Là, ils ont un mec qui a un putain de pouvoir pour terroriser les gens et les faire parler. Et non, ils le font même pas. Enfin, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, quand t'es vraiment motivé, tu le fais. Et en plus, tu sais même pas pourquoi ils veulent absolument retrouver le Pégase, parce que leur but, c'est de tuer Athéna. S'ils tuent Athéna, ils pensent qu'ils sauvent la Terre. Donc pourquoi absolument vouloir trouver Seiya et buter Seiya? Je veux dire, trouve ta fille et bute-la au lieu de t'occuper de Seiya qui a rien à voir avec ton histoire. Le mec il sait même pas que t'existes, donc pourquoi tu t'as passé des années à rien faire? Et ensuite à t'en prendre à lui dès que t'as vu qu'il y avait Cosmos alors que t'avais le temps de retrouver ta fille et de la buter. Enfin je veux dire, il y a rien de logique dans le film. Euh, mais bon, ensuite, Seiya et Athéna, ils retournent chez Athéna, là où elle est enfermée. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand il utilise son cosmos, t'as une sorte de sécurité autour de la maison qui s'active, alors que on n'arrête pas de dire que son pouvoir, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire. C'est vrai que des petits panneaux en métal, c'est ça qui va arrêter une bombe nucléaire. Mais bon, c'est amusant à voir. C'est amusant à voir, parce que techniquement, tu vois bien que ça sauverait personne, mais bon. Bref. Euh, Au moins, au moins ils ont essayé de réfléchir à un truc, hein, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand ils reviennent, nouvelle incohérence. Enfin, truc, déjà, il y a un faux raccord, il est horrible. J'ai vu que ça pendant la scène. C'est que quand Seiya et Sienna, donc Athéna, arrivent, euh, t'as des plans, genre, regardez juste toute la scène là en vous concentrant sur le personnage de Gourad et vous verrez qu'il y a des trucs qui vont pas. Genre, il y a des moments, elle est en train de parler avec son ex-mari à l'intérieur de la maison, mais en même temps, elle est dehors en train de regarder le combat. Et t'as un autre moment où tu la vois rentrer dans la maison et 2 secondes après, elle est déjà dehors alors qu'elle n'est pas encore sortie. Enfin bref, t'as plein de faux raccords autour de ce personnage-là. Donc même le montage, ils n'ont pas fait d'efforts, c'est incroyable. Mais l'incohérence, c'est surtout pourquoi Cassius combat comme Marine. Pourquoi? Le mec, on lui offre une armure et d'un coup, il combat comme le mentor du Pégase. Ça n'a aucun putain de sens. Le mec à la base c'est un combattant, je veux dire un combattant de rue. Hein, ces gars, il fait des combats illégaux dans sa salle de boxe. Voilà, le mec, il a quand même façon de battre très brutale et tout, contrairement à Marine où c'est beaucoup plus artistique, on va dire, sa façon de se battre. Et là, genre, quand Seiya et Cassius se battent, vraiment, Cassius, il combat exactement comme Marine. Ça n'a pas de sens. Juste pour montrer que Seiya, il peut encaisser les coups de Cassius, mais et pourquoi est-ce que Cassius combat exactement comme Marine? Juste parce qu'on a vu Seiya se prendre des raclées par Marine avec ces coups-là, du coup on montre que là, ah, regardez, euh, Seiya il peut mieux encaisser les coups. Ça n'a juste pas de sens qu'un combattant de rue et une meuf qui entraîne des chevaliers se battent de la même manière. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Je comprends pas. Genre, quand il lui met la main là sous le menton, là, exactement comme Marie, je me suis dit, mais pourquoi? Encore, il ferait un uppercut. Je comprendrais que là, non, il fait exactement la même chose que Marie. Je me suis dit, mais non, non, ils peuvent pas avoir exactement les mêmes techniques. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Et en plus, le personnage de Cassio, c'est même pas intéressant. C'est juste un mec qui veut juste se bastonner et tout. Le genre de perso qui m'énerve. Je déteste ces personnages. Parce qu'en vrai, ils apportent rien, à part juste être en mode oh là, j'ai envie de me battre. C'est comme le personnage de Boyd Holbrook dans Indiana Jones 5. Pareil, son personnage, il est nul. Le mec, c'est juste en mode hop là, je tue les gens parce que j'en ai envie. J'essaie de créer de l'attention, mais en fait, à aucun moment, t'y crois, quoi. Et le mec est juste là en mode j'ai envie de me bastonner. Ouais, t'es en mode mais
Sérieux? Ça existe encore ce genre de personnage? C'est tellement mal écrit. Enfin, je veux dire, t'as le droit d'avoir des persos qui aiment se bastonner, mais faut pas qu'ils soient juste caractérisés par ça, quoi. La Cassio, c'est juste ça. En plus, le mec, on lui dit, oui, on va te faire fermer ta salle de boxe. Ensuite, on lui dit, pour combien tu fais la mission pour nous? Le mec fait, oh bah, si je peux tuer Seiya, je le fais pour rien. Ok, donc le mec, il en a rien à foutre finalement de sa salle de boxe. 2 secondes avant, il te serait planché, ouais, vous m'enlèverez pas ma salle de boxe. 2 secondes après, il dit, bah tiens, ça pourra tuer un gamin, et en mode, oh yes, bah vas-y, finalement, ma salle de boxe, j'en ai plus rien à foutre. Quoi? Pareil, ça a pas de sens. Le mec qui a absolument gardé sa salle, il lui propose de tuer un mec, alors que 2 secondes avant encore, hein, il dit, moi je me salis pas les mains, machin. On lui promet une armure, on lui promet de tuer quelqu'un, alors qu'à la base il voulait tuer personne. Et là, d'un coup, il est en mode, ok, j'abandonne ma salle, j'abandonne mon envie de tuer personne. Bon, très très mal écrit. Mais bon, revenons, les deux ils se bastonnent, machin. Seiya, forcément, il prend une raclée parce qu'il n'arrive pas à réutiliser le cosmos. Du coup, Athéna se fait enlever parce que bah, Shunbin, comme d'habitude, il meurt, hein, il fait exploser la maison. Euh, Bref, ensuite, Seiya, il va chez la méchante. D'ailleurs, tu sais même pas comment ça se fait que le bras droit de Alman Kido, il sait où habite la méchante. Est-ce que elle a dû torturer quelqu'un, enfin plutôt le Phénix a dû torturer quelqu'un pour, euh, pour comment dire, pour trouver où habite son ex-mari, alors que techniquement ils ont vécu ensemble, hein, ils étaient mariés, ils ont vécu ensemble et tout, mais là d'un coup elle sait pas où il habite, alors peut-être qu'il a trouvé une maison entre deux, mais bon, c'est pas hyper logique. Là, eux, ils sont cachés quelque part, et du coup, Seiya et je sais pas comment s'appelle le chauve là, mais eux, ils retrouvent le QG des méchants comme ça, paf, un claquement de doigts. Tu sais pas d'où ça sort, comment ils ont trouvé et tout. Pareil, tous les soldats là de Gurad, tu sais pas pourquoi ils sont aussi. Déjà, tu sais pas pourquoi on voit jamais leur visage. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont aussi rapides et puissants. Tu sais pas pourquoi ils sont aussi résistants. Tu sais rien d'eux, rien. Juste qu'ils sont très obéissants, c'est tout. Mais vraiment, eux, tu sais rien. Ils sont là tout le film et tu sais rien. C'est super. Euh, c'est même un peu du n'importe quoi. Bref, forcément, Seiya, il va venir pour sauver Sienna, qui commence, elle, à se transformer en Athéna, parce que du coup, Gurad essaye de la tuer, sauf qu'au final, elle va être en mode «Oh non, je regrette d'essayer de tuer la fille que j'ai élevée, qui m'a fait perdre mes bras, qui pourrait tuer l'humanité, du coup, je vais annuler le plan.» Ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a aucun sens. C'est comme la demoiselle et le dragon. Le mec, il vend sa fille à une famille royale, il sait très bien ce qui va arriver à sa fille, et ensuite il revient en mode «Oh non, je peux pas finalement sacrifier ma fille pour sauver mon peuple.» Quoi? Mais pourquoi vous faites des trucs comme ça dans vos films? Quand vos persos ils ont des convictions, laissez-les avec leurs convictions jusqu'au bout. C'est n'importe quoi. Parce que là, forcément, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça amène juste à crever, quoi. Le Phénix, lui, il est en mode, bah non, j'arrête pas, je vais tuer Athéna. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Le Phénix, il est censé faire partie des chevaliers qui protègent Athéna. Enfin, je veux dire, comment ça se fait que c'est lui le méchant final? C'est c'est trop bizarre. Bon après, on nous dira c'est pas le vrai Phénix. Normalement, le vrai Phénix c'est Iki. Mais ça n'empêche qu'on est quand même censé être sur un Phénix. Alors après, est-ce qu'ils l'ont appelé Néron pour que ce soit un autre personnage? Est-ce qu'il y a eu un Phénix méchant dans Saint Seiya? C'est possible. Mais je veux dire, pour quelqu'un comme moi qui connaît pas spécialement l'univers, qu'on me parle du Phénix, pour moi, le Phénix, c'est un gentil qui fait partie de l'équipe de Seiya. Pour moi, c'est pas un méchant. Là, quand d'un coup, le Phénix, il s'est mis à tuer Gourad, à affronter Seiya en mode faut tuer Athéna, je me suis dit, hein? Pourquoi? Pourquoi le Phénix il veut tuer Athéna, genre il est censé la protéger, il est pas censé la tuer. C'est hyper chelou.
Bon, bien sûr, forcément, Seiya va réussir à faire en sorte que la personnalité de Sienna et Athéna arrive à s'entremêler, et du coup, on se retrouve avec une Athéna avec tous les cheveux violets. Elle avait déjà quelques mèches au départ. Bon, en tout cas, ça va super bien à l'actrice, très jolie avec les cheveux violets. Enfin, elle est déjà très jolie de base, mais je veux dire, les cheveux violets, ça lui va très bien. Et voilà, le film se termine comme ça, et on te dit oui, bon, avant d'aller chercher les autres chevaliers, ben du coup, on va essayer de retrouver Patricia. D'ailleurs, très joli nom comment dire, de personnage venant d'un manga japonais, hein, Patricia. C'est très moche. Dans Entourage, il n'y a même pas de Patricia dans le manga. Alors, je vois entourage, Shun, Yoga, Shiryu, Iki, donc les chevaliers, et Marine, son maître. Il n'y a pas de Patricia là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont pas donné un nom japonais, ou peut-être eu peur de, de paraître raciste ou je ne sais quoi en inventant un nom asiatique. Mais, euh, mais du coup, c'est débile parce que s'il n'y a jamais eu de Patricia, c'est bizarre. Donc, franchement, c'est un peu particulier ce qu'ils ont fait. Mais bon, en tout cas, on nous parle des chevaliers du zodiaque qui sont censés protéger Athéna, et du coup on n'en voit aucun. Les chevaliers de bronze font partie de la team de Seiya, on n'en voit aucun. Bon, techniquement, le Phénix est censé en faire partie, mais là c'est Néron et pas Iki, donc bon, est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, on aurait eu un Iki qui aurait buté Néron pour lui piquer son armure? Peut-être. Euh, on ne sait pas. Bon, en tout cas, et ça, c'est un gros problème aussi. J'avais beaucoup entendu les gens le critiquer, et en même temps, c'est pas totalement faux, mais le film s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque, The Beginning. On n'a que Seiya. Pourquoi? Au pire, le manga il s'appelle Saint Seiya. T'appelles le film Saint Seiya The Beginning, et ensuite, quand il a récupéré les autres chevaliers, t'appelles ça les Chevaliers du Zodiaque. Les gens, ils comprendront. On n'est pas teubés au bout d'un moment. On peut comprendre, hein, même si on n'est pas des grands fans, on sait très bien que Saint Seiya c'est lié au Chevalier du Zodiaque. Et voilà, que là, tu appelles ça les Chevaliers du Zodiaque, mais il n'y a pas de Chevalier du Zodiaque déjà. Parce que ben, le Pégase n'est pas un membre du Zodiaque. Et puis même Seiya en lui-même n'est pas un chevalier du Zodiaque. Enfin, c'est un chevalier de bronze. Donc, bon. Bref, en tout cas, on a que Seiya, ce qui fait que bah, c'est juste nul d'avoir juste lui et d'appeler le film comme ça. Euh, du coup, voilà un peu l'état, hein, que le scénario est pourri. Mais vraiment, il n'y a rien qui va. À part la scène de boxe qui n'a rien à voir avec l'univers Saint Seiya, c'est limite la meilleure scène, hein. Franchement, je suis assez d'accord avec les gens qui disaient ça. C'est la seule scène vraiment cool du film. Le reste, c'est pas terrible. Le scénario est mal fait. T'as plein d'incohérences à droite à gauche. T'as des faux raccords parce qu'ils sont même pas fait chier à vraiment vérifier au montage. Enfin, c'est très dommage pour un univers qui a l'air aussi cool. Et surtout, ben, à la base, quand tu vois un film qui s'appelle The Beginning, tu t'attends à des suites qu'il n'y aura très certainement jamais parce que ben, le budget était de 60 millions de dollars, et en box-office, en France, le film a fait 56 millions d'entrées. Aux États-Unis, Canada, le film a fait 1 million d'entrées. Et au total, euh, enfin total hors États-Unis, ça a fait presque 3 millions. Et au total mondial, ça fait à peine 4 millions. C'est un échec monstrueux, monstrueux. Je veux dire, 4 millions, 4 millions de recettes pour un film qui en a coûté 60 millions. Ben, c'est sûr que le film
n'aura pas de suite. Mais je vais revenir sur les accueils critiques et tout ça qu'il y a eu notamment en France. Alors d'abord, on a dans le monde anglo-saxon, il y a juste un truc, pour revenir vite fait. Donc, dans le monde anglo-saxon, les Chevaliers du Zodiaque reçoit du site Metacritic la note de 35 sur 100. Je trouve que c'est cher payé pour ce que ça vaut. Pour un total de 8 critiques, effectivement, bon. C'est toujours le problème des sites comme ça, c'est que t'as toujours des notes et tout, mais t'as très peu de personnes qui ont donné un avis ou mis une note. Donc c'est toujours difficile de se faire un réel avis sur la note. Voilà. L'agrégateur Rotten Tomatoes indique quant à lui un taux de satisfaction de 24%, même pas un quart sur 100, et une note de 4,40 sur 10. Ouais. Pour un total de 21 critiques, un peu plus que sur Metacritic, mais quand même c'est pas beaucoup, hein, sur 4 millions de personnes qui ont été voir, c'est pas beaucoup. Le consensus des critiques formulait ainsi: l'animation est bien faite, mais des visuels impressionnants ne suffisent pas à couvrir l'intrigue loupée des Chevaliers du Zodiaque. Alors personnellement, moi je trouve que le visuel enfin les effets visuels sont dégueulasses, hein, voilà. Eux ils ont trouvé ça cool, les Américains. Pourtant c'est ceux qui ont le moins été voir le film, hein, sur le quand même 1 million. Il y a que 1 million sur les 4 millions au total qui ont été voir ce film. Donc franchement, les Américains, je sais pas ce qu'il leur faut, ou faut croire que eux, ça leur suffit comme animation, mais franchement, le visuel est horrible, hein. Déjà, quand tu montres le film, tu sais pas si c'est dans un film d'animation ou dans un film en live action, déjà pour moi, c'est un gros problème. Bref, en France, le site Allociné note de 1,5 sur 5 après avoir recensé et interprété 4 critiques de presse. Bon, pas beaucoup, pas grand chose, mais bon, là on est sur la presse. Mais j'avoue que je donnerais à peu près la même note, hein, du 1 à 1,5 sur 5 pour être gentil, hein, à la limite, mais je ne mettrai pas plus, hein. Ça vaut pas plus. Tu passes, en fait, tu passes quasiment pas un bon divertissement. En vrai, les scènes d'action, à la limite, tu peux à peu près passer un bon moment, mais le reste, tu passes pas un bon moment. En plus, t'as plein de flashbacks sur cette Patricia qui n'existe pas. Bref, enfin qui n'existe pas, elle existe dans le film, hein, mais bon, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, et qui sont chiants. Je déteste quand les films reviennent 1000 fois sur des flashbacks et tout. Tu sais que c'est pour faire avancer le personnage principal, mais tu peux l'aborder de plein de façons différentes, plutôt que de faire des flashbacks qui sont ultra répétitifs et tout, et qui rallongent encore plus le film, sur lequel, bah, quand tu commences déjà à te faire chier au bout d'un moment, c'est encore pire. Alors, pour Alan Blainvillain, de Journal du Geek, le film n'est pas à la hauteur du manga. Bon, lui, il a peut-être connu le manga ou l'animé, hein. Il résume sa critique ainsi: le Chevalier du Zodiaque peut dire merci à Dragon Ball Evolution et à la version Netflixienne de Saint Seiya. Donc, Netflix avait tenté de faire une série animée de Saint Seiya, où il y avait eu une grosse polémique, puisque l'un des personnages, alors c'est lequel, le personnage rose, c'est pas, non, c'est qui? J'ai pas envie de dire une bêtise, je me demande, c'est c'est pas Sean? Je me demande si c'est pas Sean qui est rose. Je pense que c'est Sean, mais globalement, le personnage, enfin, ça avait fait polémique parce que du coup, ils avaient transformé le personnage en femme, et forcément, ça avait un peu polémiqué. Alors oui, c'est bien Sean, du coup. Donc deux gros ratés qui avaient déjà existé dans le monde du manga, sans compter Death Note et bien d'autres adaptations de manga qui étaient déjà ratées. Il n'y a pas que cela. Deux productions qui ont eu le mérite de nous préparer à ce qui allait se dérouler sous nos yeux aujourd'hui, et qui nous permet de prendre ce nouveau désastre avec philosophie. Au fond, il se peut que ce soit qu'une farce. Effectivement, on peut se demander si c'est qu'une farce, parce que là, c'est vraiment horrible. Mais pour moi, on a quand même mieux que Dragon Ball Evolution, hein. Dragon Ball Evolution, pour moi, c'est 1000 fois pire que ce qu'on a là, hein. Parce qu'encore ici, les scènes d'action sont quand même assez cool. Si t'aimes bien les ralentis, des trucs comme ça, tu vas aimer. Moi, je déteste les ralentis dans les scènes d'action, et personnellement, je me fais chier devant ce genre de trucs. Mais ça peut plaire à certains. Par exemple, Dragon Ball Evolution, il n'y a rien de rien qui allait.
Pour Léo Martin de Écran large, le film n'est pas non plus une grande réussite. Parlant d'abus des ralentis et d'une caméra tournoyant, alors abus de ralenti, totalement d'accord. Caméra tournoyante, moi je trouve pas que ce soit un problème. Je trouve que c'est une innovation dans les films d'action qui sont plutôt cool. En plus, quand t'as la 4DX avec les sièges qui sont censés bouger, bah, c'est bien qu'on nous fasse des films où bah, la 4DX est rentable, parce que la 4DX ça coûte la peau du cul, et et du coup, aller voir, je sais pas, une comédie romantique en 4DX, ça n'a pas de sens. Même un film d'action classique, ça n'a pas trop de sens. Qu'au moins, les films qui te font des scènes d'action et en pensant pas forcément que à la 4DX, mais en ayant une pensée pour ça, je trouve que c'est pas plus mal aussi. Et en plus, visuellement, le fait d'avoir une caméra tournoyante, par exemple, qui va suivre un coup de poing, bah, je trouve que ça donne beaucoup plus de puissance au coup que les ralentis. C'est un avis personnel. Moi, je trouve que une caméra qui bouge fonctionne beaucoup mieux qu'un ralenti pour donner de la puissance. Bref. Donc il dit, parlant d'abus des ralentis d'une caméra tournoyante sans finalité. Le critique résume son article ainsi: le film d'introduction pour une franchise morte d'avance, oui, euh, avec 56 millions de pertes, oui, on se doute qu'il n'y aura pas de suite. Les Chevaliers du Zodiaque n'est pas aussi farcesque ou cynique qu'un Dragon Ball Evolution, mais n'en reste pas moins vain. Absorbé par une production sans charme et sans génie, plutôt d'accord, Seiya disparaît peu à peu à l'écran pour ne laisser qu'une coquille vide, celle d'un héros sans vie. Et c'est ce que je disais, c'est que pour moi, Makenyu était pas fait pour interpréter ce rôle. Encore une fois, dans les rôles du type de Zoro, ou par exemple, parmi les chevaliers, en Ikkyu, j'aurais très bien, pas Ikkyu, c'est juste Iki, j'aurais très bien vu Makenyu dans ce rôle-là, dans le rôle de Iki, le phénix, mais pas en Seiya. En Zoro, il est parfait. Ici, pour moi, il fonctionne pas. Et ça se ressent dans le film. Il est pas fait pour jouer un héros. Enfin, techniquement, Zoro, c'est un héros, mais pas le héros de l'histoire. Et pour Augustin Pietron Locatelli de Télérama, le film est aussi un échec et il dit cette adaptation en prise de vue réelle, étrangement américanisée et curieusement grisâtre, est un sommet d'ennui numérique. À nouveau, la critique est pas forcément mauvaise. Et en plus, les notes, attention, 1 sur 5 pour le journal du geek, 1,5 sur 5 pour écran large, et carrément 0 sur 5 pour Télérama. Bon, eux, ils ont vraiment été mauvais, hein. Moi, j'aurais au moins donné 1 sur 5. Euh, Franchement, ils ont été vaches. Mais il faut quand même reconnaître que malheureusement, Saint Seiya est un univers qui est génial, enfin qui a l'air génial en tout cas, mais qui malheureusement bah, est très très mal, euh, utilisé ici. Et c'est un peu triste parce que ils auraient pu faire un truc cool pour que les gens puissent apprécier cet univers ou redécouvrir cet univers en se disant ouais, on va le découvrir, on pourra s'y intéresser un peu plus et tout. Et en fait, bah là, tu vois ce film, tu te dis, ok, mais j'ai pas du tout envie de m'y intéresser, quoi. Et à côté de ça, attends, je regarde. Ah non, on n'a pas le budget du film d'animation qui a été sorti par la Toei en 2014. Merde, j'aurais bien aimé avoir le budget. Est-ce qu'on... Ah non, j'ai pas la recette non plus. Si je mets la page en anglais, est-ce que je vais avoir ces infos-là? Parce que ouais, le cast, la production. Est-ce qu'il y a des chiffres quelque part? Non. Musique, preview, release, hein. Pourquoi il y a... Ah si, attends, hein. Le film a rapporté 19 millions. Ouais. Tu vois, film de 2014 a fait 19 millions dans le monde. 19 millions. Et là, on a un truc de 4 millions. Pas du tout la même chose. Et justement, je pense que pour moi, il y a deux choses qui ne vont pas
avec ce film, déjà c'est le fait de faire un film en live action. Je pense que mais malgré la réussite de One Piece, je pense qu'un manga est beaucoup plus simple à adapter en film d'animation plutôt qu'en film live action. Et beaucoup d'univers sont comme ça. Par exemple, pour moi, c'est l'un des plus gros défauts de Sonic, c'est que Sonic, s'il avait fait en animation comme avec Super Mario, ça aurait sûrement été un carton. Mais là, Sonic, en live action, c'est divertissant, mais ça fonctionne pas aussi bien que Mario. Et ici, Saint Seiya, c'est pareil. Saint Seiya, ça aurait beaucoup mieux fonctionné en animation qu'en live action. En live action, ils se sont complètement foirés et tout ça. Et le problème, c'est l'histoire. Du coup, pour Saint Seiya, la légende du sanctuaire, déjà, ils ont fait le bon choix d'être en animation, mais ils ont aussi fait le bon choix d'adapter l'un des arcs les plus connus au monde hein, de l'histoire du manga, qui est du coup l'arc du sanctuaire, qui effectivement, en plus après, a été réadapté par quasiment tous les shonen. Euh, personnellement, je trouve que c'était une très bonne idée. Le principe de Saint Seiya, la légende du sanctuaire, est très bien. En plus, tu t'ennuies pas, tu as beaucoup d'action, tu comprends vite les enjeux, tu sais où va Seiya et les autres chevaliers, que ça s'appelle Chevalier du Zodiac, et t'as les chevaliers. Non, même pas, ça s'appelle Saint Seiya, ça s'appelle même pas les Chevaliers du Zodiac. Bah, quoique nous, si en français, on appelait ça Saint Seiya, pas les Chevaliers du Zodiac. Mais mais en soi, voilà, on a ce qu'on te promet avec une histoire, certes, que beaucoup connaissent, mais en même temps où les nouveaux peuvent facilement raccrocher les wagons, avoir des infos sur le manga par les plus anciens et tout ça. Et bah, c'est très très cool. Alors qu'avec les Chevaliers du Zodiaque de 2023, à aucun moment tu comprends l'histoire parce que machin est méchant et puis en fait il est pas méchant, il veut juste sauver la planète et puis finalement machin qui est censé protéger Athéna dans le manga, finalement c'est lui le vrai méchant et puis le mec qui veut aider Saint Seiya, finalement il était là pour enlever sa petite sœur, nanana, enfin bref. Euh, voilà, en plus tu lui dis pourquoi le mec il lui dit pas? Genre, on sait tous que ça bloque Seiya dans le film, que sa sœur est disparue. L'autre il le sait, c'est lui qui l'a enlevé, qui l'a laissé partir, et il lui dit même pas. En plus, il la surveille, enfin peut-être pas lui, mais elle est surveillée et tout. Enfin, tu dis, mais pourquoi il dit rien? C'est complètement con. Enfin, il y a trop de choses qui vont pas. Tu comprends rien à l'histoire, tu comprends pas les enjeux, parce que ton enjeu c'est de protéger Athéna, sauf que bah, Athéna, bah, pendant les trois quarts du film, elle est en danger plus par elle-même que par les autres. Et après, quand elle est enlevée, bah, finalement, c'est un autre chevalier qu'il faut combattre. Enfin bref, tu comprends rien à l'histoire. Je suis quasiment sûr à 100%, même si j'ai pas lu le manga, que là on adapte rien du tout, hein. Voilà, on essaye de faire une histoire originale. Et en soi, faire une histoire originale, c'est pas un problème, hein. On le voit avec Dragon Ball, qui a pas mal de films en dehors du manga ou de l'animé. Pareil avec One Piece, pareil avec Détective Conan. Et en soi, c'est pas un problème hein, d'essayer de faire une histoire originale, hein. Moi, j'aime beaucoup les films One Piece et les films Détective Conan. Les films Dragon Ball, il y en a que j'aime bien aussi. Mais le problème, c'est que ben, écris bien ton histoire. Là, elle est trop mal écrite. Elle est trop mal écrite et ça gâche tout. Quand t'as une histoire qui est mal écrite, qu'en plus t'as beaucoup d'effets visuels et que les effets visuels sont mal faits, bah, malheureusement, le film il se casse la gueule. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Saint Seiya, c'est un des mangas sûrement les plus connus au monde. Peut-être avec le temps a perdu de sa superbe face à un Dragon Ball qui est souvent resté très populaire à cause d'une énorme fanbase. Mais Saint Seiya, ça reste quand même une des bases du manga et c'est dommage de voir une adaptation pareille. Pareil comme pour Dragon Ball Evolution, bien sûr. Mais voilà. On va s'arrêter là. Malheureusement, adaptation décevante. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo entièrement sur les Chevaliers du Zodiac, la légende du sanctuaire, que là, j'avais vraiment beaucoup aimé, pour avoir une sorte de, pas forcément de comparatif, mais pour également parler de Saint Seiya en bien. Parce que malheureusement, ce film, tout le monde l'a détruit. J'ai voulu me faire mon avis, bah, malheureusement, les gens avaient raison. Euh,
là-dessus. Euh, mais bon. Du coup, on va laisser ça là, hein. Si je l'avais vu pendant les 2023, je peux vous dire qu'il aurait été assez bien passé dans le flop, hein, franchement. Euh, ouais, il aurait été bien placé dans le flop. C'est pas aussi mauvais qu'un Astérix Obélix ou Expandables 4 et tout, mais ça aurait quand même été dans le flop. Du coup, vous, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à aimer ce film ou si vous ne l'avez pas aimé, que vous soyez juste fan de cinéma ou fan de manga. Les fans de manga, n'hésitez pas à me dire si ce film adapte quand même une histoire de Saint Seiya, parce que moi je connais que l'arc du sanctuaire, mais je sais qu'il y a d'autres histoires dans le manga, mais je suis quasiment sûr que non. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a eu plusieurs phénix. Si dans le manga il n'y a que Iki qui est un gentil, qui est du coup dans le groupe de Seiya, ou est-ce que il y a et ce Néron existe en tant que phénix ou pas, enfin bref. C'est pas à me dire si ce personnage-là existe. Sinon, on va souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!